Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. L'idée première que j'avais, elle était en fait très simple, j'avais absolument rien à vendre, surtout que c'est tout à fait bénévole. Donc je voulais simplement donner de mon temps pour régler des litiges entre confrères, c'est-à-dire être uniquement sur la déontologie, la discipline. Comme je vous le disais, tout ce qui est structure, tout ce qui est finance, c'est pas mon truc. Donc je prétendais pas aller dans ces commissions-là. Mais j'avais envie d'aider les confrères ou de les aider ou aussi d'assainir la profession pour tous ceux dont je pense qu'ils ont des comportements déviants, je dirais, ou en tout cas inacceptables dans la profession. Bon, il se trouve que j'ai pas été élu et avec un peu de ressentiment parce que c'est vrai qu'à Paris, mais bon, c'est pas pour faire de la politique ou être mauvais joueur, mais c'est vrai qu'à Paris, il y a des règles du jeu pour être élu au Conseil de l'ordre où il faut être un peu adoubé, il faut se présenter aux autres, etc. Bon, et ce jeu-là m'a déplu, quoi. Mais disons que partir avec sa simple bonne sincérité, ça sert pas à grand-chose. Quand bien même on a un réseau assez important, je prétends connaître pas mal quand même d'avocats parce que je pense que je suis assez sympa avec les gens, m'aiment bien en règle générale. Et donc j'ai pas mal maintenant, puis ça fait 20 ans que je fais du contentieux, donc je croise au prud'homme, au pénal, et puis voilà, dans divers réseaux, plein de confrères. C'est pas suffisant. Ouais. Il faut encore malheureusement s'allier, et les alliances et les jeux, tout ça, c'est pas mon truc, quoi. Je comprends. Je trouve ça intéressant ce que vous dites sur cette totale indépendance et sur ce style de vie où vous êtes très libre et vous partez en vacances et vous... Oui, alors après, faut pas idéaliser. Bien sûr, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus libre que la plupart de mes confrères. Ouais, et justement, il n'y a pas trop de nuances en fait entre, je trouve, la présentation de l'avocat indépendant qui serait presque paupérisé, tout de suite, désormais un peu présenté comme dans une situation finalement de précarité. Et je pense qu'il ne faut pas nier la précarité dans la profession qui existe et à laquelle malheureusement beaucoup de confrères font face. Et puis je trouve que c'est aussi chouette de parler des indépendants qui ne subissent pas cette précarité et qui avec leur boutique, leur artisanat, en fait, ont une vie tout à fait décente, correcte. Oui, mais c'est aussi une vue de la profession, à savoir que quelqu'un qui a envie d'avoir son dossier bien traité et qui choisit un professionnel et un spécialiste d'une matière, quelqu'un qui est réputé pour être vraiment très au point techniquement dans sa matière, peut ne pas avoir envie d'aller voir un cabinet type grosse structure où on sait que ça va être un collaborateur qui va gérer le dossier ou alors un collaborateur qui a 3 mois de bar et qui va pas être un super plaideur parce qu'il n'a pas encore l'expérience, plutôt que d'avoir quelqu'un dont on sait que s'il est au résultat, il va effectivement tout faire pour ne perdre aucun des dossiers qui lui sont confiés. Donc il y a aussi, vous prenez vraiment un spécialiste, je dirais une sorte de haute couture, quoi. Oui, c'est pour ça que je souligne ça, quoi, pour aussi, on va dire, contrebalancer cette espèce d'injonction à former des grosses structures, des cabinets full service, des trucs et des machins, qu'il y a aussi de la place pour des artisans et que l'artisanat, exercice individuel, signifie pas nécessairement paupérisation, quoi. Donc, Non, après c'est sûr que si on vit que de l'aide juridictionnelle et qu'on a une instruction où il y a 5000 pages à lire et qu'on est payé 800 €, on s'en sort pas. C'est sûr que c'est difficile de vivre en travaillant à 8-10 € de l'heure, quoi, c'est évident. Mais après, quand on grandit un peu et si on a la chance effectivement d'avoir un bouche à oreille et d'avoir une réputation qui se fait, finalement, les dossiers et vos honoraires grandissent aussi avec la qualité de vos dossiers, quoi. Ouais. Pour revenir sur le sujet des élections, qu'est-ce que, de votre regard, même indépendamment de ce sujet que vous ayez été élu ou pas, mais je veux dire, moi, ce que je retiens quand même, c'est que finalement, très peu de confrères votent. Il y en a, il y a 8000 votants sur 33 000, donc c'est ridicule. Il y a 25% d'avocats qui votent, ouais. Qu'est-ce qui, votre regard sur ces avocats qu'on n'arrive pas à toucher à la fois je leur en veux et en même temps je les comprends, puisque moi-même pendant très longtemps, je dis même pas que j'aurais un désintérêt pour le Conseil de l'ordre, j'avais un mépris pour le Conseil de l'ordre.
Parce que je me disais, bon, c'est des personnes en fait, j'avais cette idée de me dire, en fait, c'est ceux qui n'ont pas vraiment réussi qui vont là, quoi. En fait, c'est une deuxième carrière, c'est une deuxième hypothèse de carrière qui s'ouvre, avec ensuite, bon, voilà, d'autres réseaux, des voyages, des serrages de main qui permettent de rencontrer des personnes, d'être dans des commissions pénales, des commissions de famille, des commissions, enfin voilà, où on rencontre d'autres experts, où on se donne des dossiers entre nous. Bon, ça peut être un réseau comme un autre. Bon, mais je les voyais pas vraiment comme étant des personnes assidues et en ayant vraiment envie de défendre les avocats. Et moi, j'ai une très haute opinion des avocats, vraiment. C'est-à-dire que pour moi, la vie d'avocat, c'est à la fois un cauchemar, mais c'est surtout un rêve. C'est un rêve d'abord parce que c'est un métier avec une extraordinaire indépendance, avec des combats incroyables, avec des moments de solitude, des moments de souffrance, des moments de bonheur, des résultats incroyables. Enfin voilà, c'est sauter à l'élastique quasiment tous les jours. Enfin, c'est des moments, voilà, avec des moments de dépression aussi, avec des moments de bonheur intense. Vraiment un métier incroyable, quoi. Et je pense qu'il faut, voilà, quand on aime ce métier-là, on parle pas de trainees, on parle pas de personnes qui sont des managers, on parle pas de gens qui sont des juniors, des seniors. Pour moi, il y a que des avocats, quoi. Et tous les avocats font un métier merveilleux et pour ça, ils méritent le respect absolu parce que c'est un métier extrêmement difficile. Et pour l'exercer tous les jours et avoir connu des moments très difficiles, je sais que c'est un métier difficile. Donc je sais qu'il faut protéger, je sais qu'il faut régler les litiges entre nous, je sais qu'il faut essayer aussi qu'on rayonne, qu'on soit beau, qu'on suscite toujours l'admiration, le respect. Et de moins en moins, on suscite le respect et l'admiration. Et je trouve que le Conseil de l'Ordre ne participe pas à ça. Donc longtemps, je me suis dit, finalement, c'est plus la conférence ou des grands pénalistes ou des gens qui font du droit de la famille tous les jours, qui se battent sur le terrain, sur des dossiers sordides, etc., qui ont mon admiration, pas le Conseil de l'Ordre. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait bien d'aller au Conseil de l'Ordre quand même pour apporter un peu justement cette vision peut-être old school et peut-être un peu ridicule, peut-être un peu fantasmée de l'avocat. Je sais bien qu'il y a un côté ridicule, mais pour autant, c'est ce que je pense moi. Voilà. Bon, il se trouve que j'ai pas été élu et qu'apparemment tout le monde le partage pas, mais j'y allais pour ça. Voilà. Et je comprends le désintérêt aussi de certains qui se disent bon, on partage pas vraiment tous les mêmes valeurs et les mêmes intérêts, quoi. C'est vrai que moi, de l'extérieur, ça me peine de voir que j'ai l'impression que chaque année se présentent des indépendants quoi, pour porter une voix d'indépendants et ils peinent à obtenir ce soutien des électeurs qui sont les premiers à ensuite dire qu'ils se sentent pas représentés par les personnes qui intègrent le conseil et qui en fait sont assez peu des indépendants et donc cette espèce de non-rencontre finalement entre la demande et oui, là encore c'est un cercle vicieux en fait. Là encore c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que ceux qui se désintéressent du Conseil de l'Ordre se disent ce sont des avocats qui ne nous ressemblent pas ou qui sont loin de nos préoccupations, du coup je ne vote pas. Ceux qui se présentent comme indépendants espèrent toujours avoir le vote de ceux qui ne votent pas. C'est toujours un fantasme de se dire ceux qui ne votent pas vont voter, donc je me présente comme indépendant, et à chaque fois il y a la déception que ceux qui ne votent pas ne votent pas. Donc du coup, sont toujours les grandes machines, quoi, les grandes écuries, les syndicats, les cabinets anglo-saxons, qui eux ont une base de voix toujours suffisante, qui en plus choisissent les indépendants qui seront élus, s'il y en a un ou deux, c'est eux qui les choisissent, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils vous disent qu'ils vous supportent et qu'ils vous donneront une partie de leur voix, sinon vous n'êtes pas élu. Donc sur votre simple campagne, en fait, elle ne suffit pas, parce que précisément les gens ne votent pas. C'est un cercle vicieux, quoi. Donc du coup, on se retrouve à ne jamais pouvoir être élu avec 25% de votants, c'est pas possible.